Il y a 6 mois, la Coupe du Monde occupait notre quotidien durant quelques semaines, et cette édition au Qatar aura marqué les esprits. La victoire surprise de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, la déception de la Nationalmannschaft, ou bien la première Coupe du Monde de Lionel Messi avec l'Albi Céleste. Une des meilleures éditions que j'ai pu connaître avec la Coupe du Monde 2006, mais il y a également la Coupe du Monde du vin qui a débuté le 20 mai. Un tournoi qui permet aux jeunes talents du monde entier de pouvoir s'exprimer et de pourquoi pas signer un gros contrat par la suite. Ce genre de compétition qui peut lancer des carrières et réaliser le rêve de gamin de plusieurs jeunes talents du football. Initialement prévue en Indonésie, cette nouvelle édition se déroulera finalement en Argentine. En effet, l'Indonésie a refusé d'accueillir la sélection israélienne pour raisons politiques. La FIFA a donc réagi et a décidé de changer de pays organisateur et de le réaliser dans le pays ayant remporté la compétition à 6 reprises. La dernière victoire remonte en 2007 et un certain Sergio Agüero avait mené sa sélection à la victoire finale face à la République tchèque. Il avait également fini meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations. Une équipe où l'on pouvait retrouver le portier Sergio Romero, le défenseur Federico Fazio, le milieu Ever Banega et l'excellent Angel Di Maria. Et cette compétition est organisée tous les 2 ans. Il aurait dû avoir lieu en 2021, mais le Covid en a décidé autrement. Du coup, elle a été reportée en 2023. Pour rappel, les derniers vainqueurs de la compétition est la sélection ukrainienne en 2019. Remportant la finale 3-1 face à Corée du Sud, la génération U20 de cette époque n'a pas franchement fait évoluer la carrière des joueurs ukrainiens. Âgés maintenant de 23-24 ans, période où les joueurs doivent confirmer, la plupart jouent actuellement au club phare du pays, le Shakhtar Donetsk, et n'ont toujours pas fait le grand pas dans un grand club d'un championnat européen. Et que c'était peut-être un joueur, Andriy Lunin. Jouant actuellement au Real Madrid depuis 2 saisons, il a réussi à signer dans le club ayant le plus de Ligue des Champions à son palmarès. Mais il n'a toujours pas réussi à s'imposer en tant que titulaire. Barré par l'excellent gardien Thibaut Courtois, il cumule en 2 saisons à peine 20 matchs joués, toutes compétitions confondues. Donc rien de bien foufou pour les tenants du titre. D'ailleurs, ils ne participeront pas à cette édition 2023. Salut tout le monde, pas de vidéo Wonderkid World Tour aujourd'hui. On va s'attaquer à la Coupe du Monde du vin qui va débuter en Argentine. Compétition qui va durer du 20 mai au 11 juin, donc on va pouvoir s'occuper un petit peu après la fin de saison des championnats. Et donc je vais vous parler de chaque groupe de cette édition de Coupe du Monde, dire qui est pour moi le favori, qui y participe, au niveau des noms qu'on peut connaître un petit peu au niveau des jeunes joueurs, et parler bien sûr un peu plus en profondeur de l'équipe de France. Donc si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker les vidéos, ça m'aide énormément. Et dans cette 23e édition de la Coupe du Monde du vin, il y a 24 équipes participantes, 52 matchs et un seul vainqueur. 4 représentants de la zone AFC, 4 de la zone CAF, 4 de la zone CONCACAF, 5 de la zone CONMEBOL, 2 de la zone AFC de la zone Océanie et 5 de la zone UEFA. Tout ceci forme 6 poules composées de 4 équipes chacune. Les 2 premiers se qualifient pour la phase éliminatoire et les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes au total se qualifient également. On va commencer par le groupe A qui est composé de l'Argentine, de l'Ouzbékistan, du Guatemala et de la Nouvelle-Zélande. Bon, sans trop de suspense, Albi Céleste fait figure de large favori pour finir premier de son groupe. Eux qui jouent à domicile. Plusieurs jouent encore dans le championnat local, que ce soit à Boca Juniors, San Lorenzo ou bien River Plate, et d'autres ont déjà rejoint l'Europe. C'est le cas de Maximo Perron, jouant au poste de milieu défensif, il a rejoint Manchester City lors du mercato hivernal 2023 pour la modique somme de 10 millions d'euros en provenance du club de Vélez Sarsfield. On pourra rentrer en détail sur une prochaine vidéo le concernant, lui qui a été d'une grande importance dans son ancien club en championnat ou bien en Copa Libertadores, qui est l'équivalent de la Ligue des Champions mais pour l'Amérique du Sud. Il a même déjà été capitaine de son club formateur. Les Citizens ont peut-être mis la main sur une nouvelle pépite. On peut aussi parler du défenseur central Valentin Gomez, jouant également à Vélez. Lui n'a toujours pas rejoint l'Europe mais ça ne serait qu'une question de temps. On peut aussi noter la présence de Mathias Soulé, le joueur de la Juventus, et de Valentin Carboni, jouant à l'Inter Milan. Il y a également l'ailier Luca Romero, joueur de la Lazio Rome, où je voudrais surveiller ses prestations s'il est amené à jouer. Éliminé en 8ème de finale par le Mali lors de la dernière édition, les hommes de Javier Mascherano voudront faire beaucoup mieux cette fois. Pas grand chose à dire sur les autres nations, hormis que j'ai entendu beaucoup de bien sur la nouvelle génération de l'Ouzbékistan. Le joueur qui s'étage de l'équipe par rapport à la valeur marchande est Oumar Ali Rakhmonaliev, un Ouzbek de 19 ans évoluant au club russe de Rubin Kazan, et qui joue milieu défensif. Au Guatemala, un joueur se détache aussi, il s'agit de Archimedes Ordonez, l'avancement de cette sélection jouant en MLS au FC Cincinnati. Sinon, la plupart des joueurs ne sont pas professionnels. Et concernant la Nouvelle-Zélande, pas grand chose à dire, la plupart jouent au Wellington Phoenix, club phare du pays. Sinon, c'est à peu près tout. Le groupe B qui est une poule où l'on voyage beaucoup, qui est composé des États-Unis, de l'Équateur, de la Fidji, et oui, assez surprenant, il n'y a pas que le rugby comme sport là-bas, et la Slovaquie. Pour commencer, les Américains qui sont les favoris du groupe, composés de quelques joueurs n'évoluant pas en MLS. À commencer par le gardien de but Gabriel Slonina, évoluant au Chicago Fire, le portier américain a rejoint les Blues de Chelsea cet hiver contre un chèque de 9 millions d'euros. Barré par la concurrence avec Kepa ou bien Edouard Mendy, il doit se contenter de jouer avec le U21 de Chelsea. Mais avec le très probable départ du portier sénégalais, il pourrait être amené à être le choix numéro 2 du club londonien et peut-être être dans les clous de Mauricio Pochettino, fraîchement nommé coach de Chelsea. Il y a également Kevin Paredes, évoluant à Wolfsburg qui a rejoint le club allemand
fin 2021. Capable d'évoluer latéral et ailier gauche, le joueur de 20 ans reste pour l'instant dans la rotation mais réussit à rentrer en cours de jeu dans pas mal de rencontres. Il a notamment marqué un but et délivré 3 passes décisives cette saison Bundesliga. Quart de finaliste de la dernière édition, les États-Unis ont les arguments pour sortir de ce groupe et pourquoi pas réaliser le même parcours qu'il y a 4 ans. Ensuite l'Équateur, autre nation que je vois sortir des groupes. Les Équatoriens ont été demi-finalistes en 2019. Très joli parcours des Équatoriens où ils ont aussi quelques arguments dans leur rang. La plupart évoluant dans le championnat local. 2 joueurs évoluent en Jupiler Pro League, le championnat belge. Tout d'abord Joël Ordonez, 19 ans, défenseur central, il évolue avec les U23 du Club Brugge où il réalise une saison complète. Et également Nilsson Angulo, lui qui évolue à Anderlecht. Milieu offensif de métier, il est aussi capable de jouer sur les ailes. Il a d'ailleurs fait quelques apparitions avec l'équipe première, et notamment en Conference League en quart de finale face à la Z d'Alkmaar. Pour l'instant, l'Équatorien évolue avec les U23 d'Anderlecht. Mais dans cet effectif, il y a un joueur qui est surclassé, il s'agit de Kendry Paez. Plus grosse valeur marchande de l'effectif, il évolue toujours dans le championnat équatorien dans le club d'Independiente del Valle. Pas facile à dire. Il participera surtout à une compétition U20 alors qu'il n'a que 16 ans. Je ne sais pas s'il est un titulaire indiscutable dans les choix du coach, mais son cas sera à surveiller. Pour finir, il y a un joueur équatorien du nom de Mikey de la Cruz jouant au Stade de Reims. Concernant la Fidji, pas grand chose à dire, mais c'est toujours sympa de voir des nations qui ne sont pas habituées à jouer des compétitions internationales, que ce soit en catégorie jeune ou professionnelle. La très grande majorité évolue dans le championnat local. S'il y a peut-être un joueur qui sort du lot, c'est Josh Lakere-Tabua, joueur évoluant à Charlton Athletic, club de 3ème division anglaise. Bien sûr, il n'est jamais apparu avec l'équipe A, mais il joue avec l'équipe U18. À voir comment ça évoluera. Enfin la Slovaquie, avec un effectif assez anecdotique. Un joueur se détache néanmoins, il s'agit de Sebastian Koza, jeune défenseur central de 19 ans évoluant dans le club slovaque du Spartak Trnava. Il a réussi à s'imposer en tant que titulaire dans la charnière centrale et son club va se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine, probablement l'Europa League. Le groupe C est une poule homogène composée du Sénégal, du Japon, de l'Israël et de la Colombie. Très dur pour les équipes pour savoir qui sortira des poules. D'abord le Sénégal, quart de finaliste de la dernière édition. Le coach Malik Daf devra faire confiance à un effectif composé de joueurs évoluant dans le championnat sénégalais. Seuls 4 joueurs évoluent à l'étranger. Et l'un de ces joueurs se nomme Pape Diop, milieu de 19 ans évoluant au club belge de Zulte Waregem, en première division. Un joueur à surveiller car il avait fini meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations U20 en 2023 avec 5 réalisations en 6 matchs. Il a d'ailleurs emporté la compétition avec ses coéquipiers. Donc gros méfiance avec le Sénégal qui est donc la meilleure équipe africaine U20. Le Japon possède aussi un effectif intéressant. Le joueur qui se dégage en termes de valeur marchande est Kuryu Matsuki, joueur du FC Tokyo évoluant au milieu de terrain. Il y a aussi 2 joueurs évoluant dans des top clubs européens. Teishi Fukui, milieu de 18 ans évoluant au Bayern Munich, et Nico Takahashi, défenseur jouant au FC Barcelone, né en Espagne mais qui a des origines japonaises et argentines. Ensuite l'Israël, et ça peut être l'équipe piège par excellence. Tous évoluent dans le championnat israélien, mais on parle aussi d'une nation qui a été finaliste du dernier Euro U19 en 2022, et qui avait notamment éliminé l'équipe de France en demi-finale. Donc attention, même si j'ai l'impression que le grand espoir Oscar Gluck ne fasse pas partie de la liste. Peut-être que le coach veut que des joueurs évoluant dans le championnat local, mais ça reste indécent de se passer d'un tel joueur. Lui qui évolue au Red Bull Salzbourg depuis cet hiver. Ou alors c'est parce qu'il a joué avec l'équipe A de la sélection israélienne, je ne sais pas. Peut-être qu'il est interdit de retourner avec l'équipe U20. D'ailleurs j'ai consacré une vidéo à son sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Néanmoins il y a plusieurs joueurs qui ont participé à cette épopée surprenante lors de l'Euro 19 et qui participeront à cette Coupe du Monde. Enfin la Colombie à ne pas sous-estimer non plus, qui possède plusieurs joueurs à haute valeur marchande. A commencer par la plus haute, Yasser Asprilla, jouant à Watford évoluant en Championship où il possède un temps de jeu assez conséquent alors qu'il n'a que 19 ans. Sa jeune carrière commence pas trop mal. Il y a aussi Gustavo Puerta, acheté cet hiver par le Bayer Leverkusen, mais qui a été prêté dans la foulée au FC Nuremberg, évoluant en 2ème division allemande. Le groupe D est composé de l'Italie, du Brésil, du Nigeria et de la République dominicaine. Bon là il y a clairement 2 favoris qui se dégagent, mais on va revenir pays par pays. Tout d'abord la CSAO, vainqueur à 5 reprises de la Coupe du Monde du 20, la dernière fois c'était en 2011 où on retrouvait du Danilo, Philippe Coutinho, Casimiro ou bien Oscar, rien que ça. Et 12 ans plus tard, c'est une nouvelle génération tout aussi talentueuse qui va représenter les couleurs jaune et vert. Ils sont les détenants du titre de la CONMEBOL U20. En gros, c'est la meilleure équipe jeune sud-américaine. Et le plus surprenant, c'est que la quasi-totalité de l'équipe évolue toujours dans le championnat brésilien, hormis 4 joueurs jouant en Europe. Savio qui appartient à 3 mais qui est prêté au PSV Eindhoven, Robert Renan jouant au Zenit Saint-Pétersbourg, Mateusz Martins jouant à Watford et le plus connu Marquinhos, acheté par Arsenal mais qui a été prêté à Norwich toute cette saison. Ah, il y a aussi André Santos qui a été acheté par Chelsea cet hiver mais qui a été laissé en prêt dans son club, le Vasco de Gama. Mais le joueur de cette sélection, c'est Marcos Leonardo. Alors il évolue toujours dans le club brésilien de Santos, mais l'avancante âgé de 20 ans ne devrait pas faire long feu en terre brésilienne. Observé par de grands clubs, il pourrait s'illustrer en cette compétition comme potentiellement le meilleur buteur de ces Coupes du Monde et permettre aux top clubs européens de sauter le pas et de faire des offres. Marcos Leonardo, retenez ce nom, vous allez en entendre parler dans le futur. Ensuite l'Italie, demi-finaliste de la dernière édition, la Squadra Azzurra possède dans ses rangs 3 joueurs qui se détachent du lot. D'abord Simone Paffundi, jeune ailier de 17 ans évoluant à l'Udinese, où il a déjà fait quelques apparitions avec l'équipe première. Cesare Casadei, appartenant à Chelsea qui a été prêté cette saison au mercato hivernal par les Blues à Reading.
évoluant en Championship. Bon, une saison pas ouf de sa part, mais le milieu de terrain n'a que 20 ans et devra être prêté la saison prochaine, c'est la grande spécialité de Chelsea. Et enfin, Tommaso Baldanzi, évoluant à Empoli au poste de milieu défensif. 25 matchs de Serie A, 4 buts marqués. Tommaso est un élément essentiel pour son club et ça ne m'étonnait pas qu'une grosse écurie italienne vienne s'arracher les services du joueur. Côté Nigeria, c'est un peu le néant, 3 joueurs évoluent à l'étranger, mais ça reste des destinations très exotiques. Il y a 2 joueurs qui jouent au Botev Plovdiv, évoluant en première division bulgare. Ils se nomment Toshuku Nadi et Ume Emmanuel. Et plus surprenant, un joueur jouant en deuxième division suédoise dans le club de Trelleborg qui s'appelle Abel Ogouché. Il y a aussi Victor Eletou qui joue à l'AC Milan mais ne possède pas de valeur marchande, donc je suppose qu'il n'a pas de contrat professionnel, alors qu'il a 18 ans. Encore moins de choses à dire sur la République dominicaine qui essaieront d'éviter le 0 pointé. Un des seuls joueurs à jouer ce contrat pro se nomme Edinson Ascona, où il joue à l'Inter Miami en MLS, club où le président n'est nul autre que David Beckham. Le groupe E est composé de l'Uruguay, de l'Irak, de l'Angleterre et de la Tunisie. L'Uruguay, on le sait tous, chaque génération a son vivier de talent. Et le club de Peñarol sort régulièrement son lot de pépites, à l'instar de Federico Valverde récemment. Éliminé en 8ème de finale lors de la dernière édition, la CS voudra faire beaucoup mieux. Pas de nom connu dans la liste, Facundo González qui évolue au FC Valence et Alan Maturo au Genoa. Sinon, ce sont des joueurs du championnat uruguayen. Celui qui a la plus grosse valeur marchande est Fabrizio Diaz, 20 ans, milieu défensif évoluant au Liverpool FC Montevideo. Finaliste perdant de la CONMEBOL U20, je les vois néanmoins faire un joli parcours, en tout cas mieux que le dernier coup. L'Irak, une des nations qui représente le continent asiatique qui, à l'instar du Nigeria, possède 3 joueurs pro évoluant à l'étranger. Sinon, ce ne sont que des joueurs amateurs qui jouent dans le championnat irakien. En joueur pro, il y a Alexander Aoraa qui joue aux Queen's Park Rangers en Championship. Alec Gassem qui joue à Göteborg en première division suédoise. Et puis peut-être le meilleur joueur, Youssef Amin, ailier de 19 ans évoluant au Feyenoord aux Pays-Bas. Né en Allemagne, il a fait ses premières armes dans la catégorie jeune de Dortmund avant de rejoindre le Viktoria Köln en 3ème division allemande. Un niveau bien trop bas pour lui qui a rejoint Feyenoord où il joue dans un premier temps avec l'équipe U21. Après, il y a l'Angleterre, grand vainqueur de l'Euro 19 l'an passé. Un des favoris de cette Coupe du Monde où je les vois sortir du groupe sans problème. Et comment dire, ils ont une équipe de porc. Déjà, plusieurs joueurs vainqueurs de l'Euro U19 seront présents. Callum Doyle qui appartient à Manchester City, Alfie Devine qui joue à Tottenham, tout comme Dane Scarlett entre autres. Mais le truc, il n'y a pas que eux. Si vous connaissez les jeunes talents anglais, vous savez de qui je vais parler. Carney Chukwuemeka de Chelsea, Alex Scott de Bristol City, Liam Delap appartenant à Manchester City, Aaron Ramsey appartenant à Aston Villa, ou bien Samuel Innick Jr. jouant à la Juventus Turin. Franchement, cette équipe est très complète et c'est peut-être sur le papier la liste qui m'impressionne le plus. Après, bien sûr, entre le papier et le terrain, il y a un monde, mais ils font partie de ses favoris à emporter la compétition. Et puis la dernière équipe, la Tunisie, pas grand chose à dire sur les Aigles de Carthage. Le joueur la plus grande valeur marchande est Mohamed Daoui, qui évolue à Al Ahly, grand club égyptien, un des plus hauts clubs d'Afrique avec 10 Ligues des Champions de la CAF. Il y a aussi Shaim El Djebali, jouant pour l'Olympique Lyonnais, mais qui joue exclusivement avec l'équipe réserve évoluant en National 2. Et enfin, le dernier groupe, le groupe F, qui est composé de l'équipe de France, de la Corée du Sud, de la Gambie et de l'Honduras. Alors, l'équipe de France, il y a des choses à dire. Déjà, les Bleus ne l'ont remporté qu'une seule fois en 23 éditions. C'était en 2013. Une équipe mêlant Paul Pogba, qui était le capitaine de la section, il me semble, dans mes souvenirs, Lucas Digne, Alphonse Areola, Kurt Zouma, Florian Thauvin ou bien le très célèbre Jean-Christophe Baebek. Une victoire au tir au but face à l'Uruguay de José María Jiménez, qui était le dernier match de Paul Pogba avec l'équipe jeune avant de rejoindre l'équipe de France de Didier Deschamps. Mais une seule victoire en 23 éditions alors que la France sort beaucoup de talent par saison, je trouve que c'est très peu et je pense que cette édition, les Bleus ne l'emporteront pas, notamment dû à un effectif amoindri, mais j'y reviendrai en fin d'épisode. Effectivement, plusieurs joueurs vont connaître leur première convocation avec le U20. C'est le cas de Sekou Lega, joueur de l'OL, Antoine Joujou, joueur du Havre, ou bien Sungutu Magassa, jouant à l'AS Monaco. Et ce manque d'expérience avec des appelés de dernière minute me rend perplexe sur le parcours de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Éliminé en 8ème de finale lors de la dernière édition par les États-Unis de Conrad de la Fuente, de Timothy Weah ou de Serginho Dest, les Bleus compteront sur Wilson Odobert qui est pour moi le joueur le plus intéressant d'effectif. Formé au PSG, il a fait parler de lui cette saison en Ligue 1 où il a essayé de faire ce qu'il pouvait du haut de ses 18 ans à maintenir le club de l'Aube dans l'élite. 4 buts et 2 passes décisives avec 3 cette saison en 31 matchs de Ligue 1 à seulement 18 ans dans un club jouant le maintien, c'est plutôt propre. Et je pense qu'il ne restera pas longtemps à l'Estac. Et c'est un des seuls joueurs ayant fait une saison complète en Ligue 1, ça fait peur. On peut aussi noter la présence d'Alan Virginius évoluant au LOSC, mais lui il est plus remplaçant, d'Alexis Tidibi appartenant au club allemand de Stuttgart mais qui a été prêté à 3 lors de la deuxième partie de saison, ou bien Ousmane Camara jouant au SCO d'Angers. Ce qui est sûr, c'est que pour le coach Landry Chauvin, ancien entraîneur du FC Nantes ou bien du Stade Malherbe de Caen par exemple, ça va être un sacré casse-tête pour sortir un 11 correct mélangeant joueurs expérimentés en équipe jeune et joueurs n'ayant jamais joué en sélection.
Attention, la Corée du Sud finalise de la dernière édition qui est dans le groupe de la France. Bien sûr, l'effectif n'est plus le même qu'il y a 4 ans, mais le fait est que la Corée du Sud sort toujours des joueurs jouant plus tard pour des gros clubs. C'est le cas par exemple de Minson à Tottenham ou de Kim Min-jae à Naples. Concernant l'effectif, ils jouent tous dans le championnat local. Le joueur a la plus haute valeur marchande est Seong Jin-kang, ailier de 20 ans évoluant au FC Séoul. Ensuite, la Gambie, un des représentants du continent africain. Attention à eux aussi, pratiquement aucun des pros, mais il s'agit des finalistes qui ont perdu à la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023 face au Sénégal. Seulement 3 joueurs sont pros et évoluent à l'étranger. Kadjali Dramé, qui joue à Cape Town City en première division sud-africaine, Ebrima Singate qui évolue au Slavia Prague en République tchèque, et Mamin Sanyang qui joue au Bayern Munich. Il y a aussi 2 autres joueurs qui évoluent à l'étranger mais qui ne sont pas sous contrat professionnel. Enfin, il y a l'Honduras, pas grand chose à dire sur eux, la plupart sont pros et évoluent dans le championnat local, hormis David Ruiz qui joue à l'Inter Miami en MLS. La Coupe du Monde permet aux jeunes talents de s'exprimer sur une grande compétition dès leur plus jeune âge. Mais cette année, le timing n'est peut-être pas adéquat pour différents partis. En effet, plusieurs joueurs ont été retenus par le club pour jouer le sprint final dans le championnat respectif. C'est le cas par exemple de Lewis Hall, jeune joueur anglais qui a été retenu par son club Chelsea. Voulant absolument le garder jusqu'à la fin de saison, les Blues privent donc son joueur de jouer cette compétition. Mais le cas le plus flagrant, c'est l'équipe de France. Plein de joueurs qui auraient pu être hyper intéressants pour pourquoi pas remporter le trophée ont été retenus par leur club. C'est le cas de Sahel Koumbedi et Malo Gusto par l'OL. Même chose pour Elias Bensegui retenu par l'ASM. Et Matistel, que l'on a déjà évoqué sur la chaîne, qui aurait pu prétendre au titre de meilleur buteur, je le dis clairement, est également retenu par le Bayern Munich. Et là on touche le pompon, Johan Kor, joueur du Paris FC, a été retenu par le club parisien pour aider le club réserve, et je dis bien réserve, à se maintenir en Régional 1. Donc tu passes d'une possible compétition internationale où tu aurais pu représenter ta nation à jouer dans une équipe réserve au niveau régional pour les maintenir. C'est lunaire et c'est pourtant ce qui va se passer. Je parle même pas de la suite de la liste des joueurs qui ne sont pas présents. Mohamed Ali Chaud, Lucas Gournadouat, laissez Hugo Choukou, Désiré Doué ou bien Andy Diouf pour ne citer que. En tout cas, le coach Landry Chauvin aura fort à faire avec un effectif amoindri. Bref, malgré tout, on aura les ingrédients réunis pour une belle compétition et la possible révélation de plusieurs Wonderkids durant la Coupe du Monde. S'il doit y avoir un favori, ça serait l'Angleterre qui a une équipe complète et compétitive. Il y a aussi le Brésil, mais attention aux nations moins médiatisées qui peuvent remporter la compétition, ce qui a été le cas il y a 4 ans où l'Ukraine a créé la surprise, en éliminant en quart de finale la Colombie de Sinisterra, l'Italie de Scamacca en demi-finale et en remportant la finale face à Corée du Sud de Kang In-lee. Si jamais vous voulez suivre des matchs de la Coupe du Monde du 20, la chaîne L'équipe va en diffuser gratuitement tout, et je dis bien tous les matchs de cette nouvelle édition. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes un joueur Football Manager, mon partenaire FM Ultra détient un site dédié au jeu, des tutos, des vidéos de youtubeurs qui jouent à ce jeu de stratégie de football, tout est répertorié sur son site. Et si vous voulez des maillots pas chers, n'hésitez pas à utiliser le code FM Ultra, FMULTRAS en majuscule. Vous aurez moins 12% sur le site lebonmaillot.com qui livre des maillots mystères. Lien en description. Si vous avez des suggestions de vidéos concernant les jeunes talents du football, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire également ce que vous pensez de la vidéo et à me dire vos pronostics par rapport à la Coupe du Monde du 20 ou ce que vous en pensez. Moi je vous laisse, portez-vous bien et à la prochaine tout le monde.